10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Vidéo très spéciale aujourd'hui parce qu'on va pas parler tant que ça de terrain, on va parler de football dans sa globalité, mais on va surtout parler du Real Madrid en profondeur, de son institution, des règles qui définissent le club et surtout d'un potentiel changement, d'un potentiel game changer dans l'histoire, hein. On dit bien, hein, dans l'histoire du Real Madrid et bien entendu pour ce genre de sujet qui lie économie, qui lie justice, qui lie droit, qui lie un peu toutes ces problématiques-là. Je suis avec notre crack, Johnny. Johnny, comment ça va? Mais je vais très bien, Victor, et toi? Mais ça va, ça va. Merci de demander. Est-ce que t'es prêt? On va rentrer un peu. De toute façon, c'est quelque chose que tu apprécies, que tu maîtrises. On va rentrer un peu en profondeur donc dans l'histoire du Real et surtout on va imaginer le futur et à quoi pourrait ressembler. Mais là, tout le monde se dit mais de quoi il parle? C'est très simple. Ramon Alvarez Demon a sorti une information il y a 2 jours qui a un impact qu'on sous-estime énormément en France parce qu'on n'est pas en Espagne donc on n'en parle pas du tout. Mais c'est un changement majeur dans l'histoire du Real potentiel. Il faudra attendre novembre. Mais on va vous expliquer justement c'est quoi les enjeux de cette réunion, de cette assemblée générale avec les socios du Real Madrid en novembre. L'enjeu principal, ça sera qu'en gros, le Real Madrid envisagerait de vendre jusqu'à 49% de ses parts à des entreprises privées ou à des fonds d'investissement. Les socios conserveraient la majorité du club avec plus de 50% du capital. Et Florentino Pérez envisagerait donc de modifier en profondeur le modèle de propriété du Real Madrid. Ça, c'était l'info de Ramon Alvarez Demon. Et nous, avec Johnny, on a creusé, mais qu'est-ce que vraiment ça signifie, ça? Pourquoi? C'est quoi ce système de 49%? Ça veut dire que quoi? Moi, tu sais, quand j'ai regardé les réponses, on parle de modèle allemand, 50 plus 1, Bayern de Munich, nan, nan. Il y a eu plein de réponses, des gens qui trouvent que c'est positif, il y a des avantages, il y a des risques, et on est là justement pour vous expliquer un peu tout ça dans cette vidéo. Tout d'abord, en fait, Johnny, on est à l'aube d'une révolution sur le plan institutionnel. Peut-être, si c'est décidé. Est-ce que le mot est trop fort ou c'est une réalité? Non, c'est une réalité, parce que depuis sa création, le Real Madrid appartient entièrement à ses membres, et puis cet état de fait pourrait être amené à être commué dans les prochains mois. Voilà. Parce que on le rappelle, le système actuel du Real Madrid, Johnny, c'est le club appartient à 100% à ses socios, qui sont à peu près quoi, 100 000 dans le monde entier, Ils, si... ils sont un peu moins de 100 000. Un peu moins de 100 euh, 000, ok. voilà, et le Real Madrid, comme tu l'as dit, appartient à ses membres, comme Osasuna, Barcelone et l'Athletic Club. C'est les quatre clubs professionnels en Espagne qui sont restés entièrement détenus par leurs membres. Attends, ça c'est un point historique intéressant. Il y a une loi, non, qui est passée, ou un changement qui a fait basculer, parce que tous les clubs étaient comme ça, je crois, dans le passé, et simplement les clubs qui étaient dans le vert financièrement au moment d'une bascule, rappelle-moi l'année, enfin rappelle-moi les faits, fais-moi un petit cours d'histoire Oui, sur ça. effectivement. En fait, justement, l'application de la loi sur le sport en 1990 l'a contraint la plupart des clubs espagnols à se transformer en société anonyme, Ouais. même si voilà, elle gardait le suffixe sportif, donc société anonyme sportive. Donc elles sont devenues des entreprises contrôlées par des actionnaires. Voilà, Ok. Alors que les quatre qui étaient viables, Osasuna, Athletic Club, Real Madrid et Barcelone, ont pu garder leur système de socios, c'est ça? absolument. Ouais. Voilà. Donc parce que les clubs étaient sains financièrement, ils ont pu continuer ce modèle où le club appartient à 100% à ses supporters. Il y a que quatre résistants à tout ça en Espagne. Après, il y a d'autres clubs dans le monde, hein. Je sais que Benfica, c'est le même système, notamment au Portugal. Il y en a d'autres dans ce scénario-là. Il y a, sinon, tu as le scénario où le club appartient tout simplement à une société, hein, à un propriétaire. C'est ce que tu disais. Il y a beaucoup de clubs en Espagne qui est comme ça. Désormais, il y a les clubs qu'on dit État aussi, ou qui sont financés carrément par des pays, Manchester City, le Paris Saint-Germain, Newcastle, pour n'en citer que cela. Et il y a un modèle donc, dont on va revenir un peu plus tard, il y a le 50 plus 1, qui en réalité, bah, le club appartient toujours aux socios, mais avec une marge légèrement différente que 100%, puisque c'est simplement à 50 plus 1%, là où 49% des droits du club, c'est un modèle connu notamment en Allemagne, le Bayern, le Dortmund, Bayer Leverkusen, tout le monde en fait les frais, mais on va en discuter un peu plus en profondeur. Là où je voulais d'abord te lancer, toi et moi, sur la discussion, Johnny, on a parlé des révolutions sur le plan institutionnel, un modèle donc qui pourrait changer parce qu'on le Real envisage de passer au 50 plus 1, le modèle
allemand. Tout ça, ça va être décidé en novembre à l'Assemblée des socios. Est-ce que tu peux rappeler c'est quoi déjà cette Assemblée des socios? C'est quoi les enjeux et pourquoi ça a lieu chaque année et pourquoi Florentino Pérez doit d'abord le présenter à cet événement? Alors, en fait, ce sera fait à l'Assemblée des socios compromissaires. Donc, les socios compromissaires, il y a plusieurs milliers de socios qui sont désignés parmi les socios pour les représenter. Parce que sinon, ça ferait des trop grandes assemblées. Voilà. Mm. Étant donné que ils sont membres du, du club, enfin non, qui sont propriétaires du club, il doit leur rendre des comptes. Donc, c'est pour ça il s'adresse à eux par rapport à cette mesure. Et toutes les décisions du club ont lieu généralement dans cette fameuse assemblée générale qui, si je ne me trompe pas, se tourne toujours en novembre-décembre, hein. C'est toujours à ces moments-là, non? Oui, voilà, exactement. Après, il y a aussi l'Assemblée générale du club qui, qui, qui est d'ordre plus général. Mais là, elle concerne uniquement, uniquement les socios. Et comme ce sont eux les propriétaires, effectivement, ce sont eux qui prennent, qui doivent ratifier les décisions plutôt que, on va dire, les prendre. Exactement. Et alors moi, maintenant, en fait, on va rentrer, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Ce changement de modèle économique et juridique aussi, d'ailleurs, parce que c'est aussi un modèle, c'est un changement juridique. Euh, c'est quoi, en fait? Explique-nous, vulgarise-nous exactement. Là, c'est quoi l'enjeu? C'est-à-dire, avant de faire vraiment les points forts, les points faibles, inconvénients, risques et les avantages de ce changement, en quoi ça consiste concrètement là? Alors, concrètement, le Real Madrid, il passerait d'une structure, on va dire, d'une association sportive à une structure qui pourrait être, par exemple, une SA, une SARL ou une fondation qui permettrait, en fait, de n'être plus uniquement détenu par ses membres, mais également par des entités externes. Voilà. Notamment, on parle dans un premier temps d'entreprises ou de fonds d'investissement et notamment les sponsors du club. Si on vend les 49%, si Florentino Pérez vend les 49%, et qu'on prend très clairement en exemple le modèle économique du Bayern Munich, qui est, je pense, l'exemple le plus proche de celui du Real, parce que eux aussi ont fait cette bascule. Il y a pas si, enfin, il y a combien de temps déjà? Il y a 20, oula, je sais plus, 20 En ans? 98, Ouais, c'est justement, en ça. 98. 20 ans. Ouais, voilà. Alors justement, ce qui est intéressant, de savoir, c'est que il n'y a pas que le Bayern qui est passé à ce modèle de 50 plus 1, c'est tous les clubs de Bundesliga. Parce qu'en 1998, la Ligue allemande a introduit justement une loi qui prévoit explicitement que les membres des clubs restent propriétaires à raison d'une légère majorité. Et à partir de 2002, le Bayern a eu des investisseurs qui sont venus dans son capital, qui étaient ses sponsors. Donc, on parle de Audi, de Allianz et d'Adidas, Ouais. concrètement. C'est ça. Qui ont pu investir dans le club et donc qui ont un pouvoir décisionnaire au final sur l'Assemblée générale, etc. C'est là aussi un des enjeux, c'est que le Real ouvre ses portes pour recevoir de l'argent, mais aussi par contre, ça veut dire qu'il laisse entrer des étrangers au sein du club. J'ai envie d'utiliser ce terme, entre guillemets, mais c'est un peu ça. Oui, effectivement. Mais maintenant, ce qui est vraiment important de savoir, c'est que justement, et ça, ce sera vraiment intéressant de savoir quel modèle juridique le Real Madrid adoptera pour ce changement. C'est parce que dans les SA, on va dire que le pouvoir de décision au travers du vote est tributaire du pourcentage des actions que les investisseurs détiennent. Comme par exemple, Audi, Adidas et Allianz détiennent chacune 8,33% des actions du Bayern Munich. Ça leur confère pas une grande Un influence grand poids. Ouais. au sein du club. Donc c'est vraiment proportionnel à leur participation. Ils peuvent voter sur des questions comme par exemple l'approbation des comptes annuels, la distribution des dividendes, les modifications de statut. Euh, donc, c'est des choses qui n'ont pas forcément un rapport avec la politique sportive du club, mais plus Hmm. sur l'aspect institutionnel et économique. Ouais, parce que si je dois vous vulgariser ça, mais grosso modo, la part du gâteau, elle est à 100% aux socios actuellement au Real. Le Real Madrid, pour injecter des nouveaux fonds,
et pour changer de statut juridique et institutionnel, envisage donc de vendre 49% de la part du gâteau à d'autres entreprises qui vont se partager ces 49%, ce qui fait que tu as quand même le 50 plus 1, on va dire 51% quoi, qui reste aux socios, donc qui reste majoritaire. Par contre, ça veut quand même dire que donc ces 49 autres pourcents, ils vont être partagés entre les différents sponsors, des voix qui vont être différentes désormais au conseil, etc. Donc, en gros, la table des invités va s'élargir, tandis que la part à manger d'habitude pour les socios va être un peu moins grande si on part de l'idée que le gâteau est le pouvoir de décision. Donc c'est grosso modo ça. C'est quand même un changement majeur parce que ce serait la première fois dans l'histoire du Real, on est bien d'accord que ça arrive. Absolument. Mais maintenant, ce qui est important de souligner, c'est que le 50 plus 1, c'est la règle de base. Mais dans le cas du Bayern Munich, on est plutôt à 75 plus 1. Donc, il y a une règle de base qui avait été dictée par la Ligue allemande, mais après, les clubs ont le loisir de définir le pourcentage qu'ils accordent aux investisseurs externes. La particularité, pour moi, et aussi un peu le danger que ce changement posera, c'est que justement, la Liga ne possède pas une telle législation par rapport au degré de participation. Donc là, ce sera vraiment uniquement euh, euh, défini par les statuts du club. Il faudra voir qu'est-ce qu'ils prévoiront Ouais, très le Real prochainement. Madrid a les mains totalement libres pour voir combien de pourcentage ils peuvent donner, etc., quoi. C'est ça que tu dis. Il n'y a pas une vraie Voilà. législation en place. Non, non. Ok, c'est intéressant. Donc Et, c'est une... et ouais, sur... vas-y. Oui, vas-y. Non, c'est une ouverture aux investisseurs externes, quoi. Enfin, vas-y, je t'en prie. Voilà. Et ce qui est aussi important de mentionner, c'est qu'il y aura bien évidemment un nouveau conseil d'administration auquel les investisseurs ils auront accès. Comme on le voit par exemple au Bayern Munich, il y a un représentant de Audi, d'Adidas et d'Allianz. Il y a aussi Karl-Heinz Rummenigge, il y a Uli Hoeneß, il y a un représentant de leurs membres qui siège au conseil de surveillance et il y a aussi un président. Voilà. Hmm. Et alors, là, on va revenir à pour moi ce qui est le plus. Là, on était un peu dans l'institutionnel, qu'est-ce que ça engage, etc. Mais là, on va parler plus concret pour les personnes qui nous suivent. On a donné un peu l'exemple du Bayern. Vendre, donc, première fois dans l'histoire. Maintenant, je vais être très simple avec toi. C'est quoi les avantages? Pourquoi faire ça? Alors, il y a deux aspects. Il y a les avantages comme ce qui me paraît être des avantages et ce qui est les avantages qui sont avancés par Florentino Pérez. Maintenant, moi, il y a un point qui me paraît très positif, c'est qu'effectivement, les socios vont devenir des vrais actionnaires avec un actif vraiment tangible. Donc, ils vont se sentir, à mon avis, plus concernés par, par tout ce qui est les aspects institutionnels du club. Parce que là, concrètement, oui, ils sont propriétaires et on ne sait pas vraiment de quoi. Là, il y aura vraiment des actions, ils seront propriétaires d'actions. Et si, par exemple, on voit que lorsque M. Bolli a racheté Chelsea en 2002, Chelsea, je crois, a été évalué à 3,5 milliards de livres, on peut aisément imaginer que le Real Madrid, ce sera beaucoup plus. Donc les socios pourraient se retrouver avec des actions quand même, avec un montant qui est assez intéressant. Ok, avantage Donc, financier pour les socios même, pas que pour le club. Ok. oui, et puis, un avantage aussi par rapport à leur valorisation à eux, Hmm, parce qu'ils vont, ok. ils vont vraiment se sentir faire euh, partie pour moi intégrante de l'aspect institutionnel du club, et c'est un aspect qui a été avancé, et c'est même le seul qui a été avancé par Florentino Pérez jusqu'ici, Malin. c'est-à-dire que il a argué que justement en accordant aux membres une valeur réelle, une valeur économique réelle à leur participation, on pourra obtenir une défense plus énergique contre toutes les manœuvres hostiles ou les attaques contre le club, parce que justement, les socios, ils se sentiront propriétaires d'un actif tangible. Et quand Florentino Pérez parle des attaques contre le club, il fait référence par exemple au deal CVC que le Real Madrid avait refusé, peut-être par rapport au droit TV que Tebas négocie, mais dont on ne connaît pas effectivement euh, exactement le pourcentage de revenus qui revient au Real. On peut-être aussi, par exemple, imaginer une expropriation des terrains à Valdebebas, suivant ces aspects. Donc il y a cet aspect-là qui est mis en avant par Florentino Pérez. Peut-être que, est-ce que il veut un peu rassurer les socios par rapport à ça? C'est possible.
mais parce qu'après, il y a effectivement l'autre aspect qui est celui de l'injection des capitaux et donc de l'augmentation de la capacité, du pouvoir, de la puissance économique du Real Madrid. Pour pouvoir rivaliser avec justement ces fameux clubs États, avec ces fonds d'investissement. Tu as parlé de Chelsea, qui ont argent Liverpool, limité, Liverpool, bah oui, Liverpool aussi, hein, club familial. Bon, avec l'argent de la première ligue, on est bien quand même. T'as évidemment, en tout cas, Bayern, le Bayern, par exemple, c'était clairement ça. C'est-à-dire que à la fin, donc je crois qu'à la fin des années 2015, c'est là où t'as, enfin à la fin des années 2010, donc pas 2015, pardon, à la fin des années 2015, c'est là où t'as le premier transfert à plus de 50 millions. Avant, il n'y hmm, avait jamais eu un transfert à plus de 50 millions du côté du Bayern. Le Real, dans son histoire, a toujours été un membre très actif du marché des transferts. Mais là, ça te permet quand même, le Bayern avait fait ce move pour avoir maintenant de l'argent pour faire des transferts à 60, 70, 80. Certains leur ont donné raison, d'autres tort, notamment. Le Real, ça va leur permettre, oui, c'est la réalité, de venir concurrencer de nouveau financièrement, là où on sait que la politique d'austérité presque. J'exagère le trait, hein. J'exagère. Il y a des politiques d'austérité un peu plus sévères. Quand tu fais Bellingham à 100, 120 millions, Tchouaméni à 80, 100, bon. Mais cette politique de joueurs libres, parce que t'as pas tellement les moyens de te placer sur un ou deux gros joueurs par mercato, un joueur maximum, quoi. Grosso modo, c'est un joueur maximum, gros joueur par mercato, alors qu'avant, tu faisais des énormes transferts, même si cette année, ça a quand même sorti le chéquier, côté Real. Pas autant qu'on le voudrait, mais ça l'a sorti un peu. Là, ça te permettrait enfin de revenir être un acteur massif sur le marché des transferts et surtout sur des gros joueurs. C'est ça, c'est surtout ça qui va nous intéresser, nous qui ne sommes pas socios. C'est ça le vrai avantage de ce changement de statut. ouais. Bah, écoute, moi, je suis partisan effectivement de la parcimonie et de ne pas dépenser n'importe comment et sur n'importe qui. Maintenant, le problème se pose quand tu veux un joueur et que tu n'as pas la capacité économique pour le faire. Et pour moi, le Real Madrid se retrouve dans ce stade-là et il faut trouver des solutions. Et pour moi, ça me paraît être une bonne solution. Et alors, on a comparé, etc. Mais là, on a parlé des bonnes choses. C'est quoi les inconvénients de Johnny? Les inconvénients, et ils se ressentent actuellement chez les supporters espagnols du Real Madrid et les socios, c'est lié notamment à deux craintes par rapport à la possibilité d'une perte totale de contrôle du club justement par rapport à ces investisseurs privés et aussi par rapport au pouvoir décisionnel de ces derniers. Donc c'est pour ça que il y a encore, le projet est encore flou. Florentino Pérez n'en a pas défini les contours. Là, Ramon, il a sorti cette information par rapport au modèle du Bayern. C'est une information personnelle qui lui est parvenue du club, mais le club n'a pas communiqué là-dessus. C'est Ouais. pour ça que c'est pour ça que l'assemblée de novembre sera importante, justement pour avoir plus d'informations. Et Pérez devra rassurer les socios pour les convaincre de voter, voilà, pour ce projet. Parce que la première fois qu'il en a parlé, c'était en 2024. Où ça avait En déjà novembre été évoqué, 2024. ouais, en novembre Ouais. 2024. Ça a un peu été au ralenti cette année. Un projet qui aurait pu se mettre en place un peu plus rapidement. Là, en gros, novembre 2025, c'est là où tout va se jouer. Nous, on vous explique c'est quoi les enjeux. Parce que moi, en fait, quand cette info est sortie, je la regarde, je me dis, mais attends, mais ça veut dire quoi concrètement? J'ai pas, je m'y connais un peu en économie du foot, mais plutôt sur le marché des transferts, pas dans l'économie d'un club, etc. Je me dis, ok, mais alors c'est quoi le rapport? Ok, je sais que le club, c'est un club de socios. Là, ça veut dire on vend 49%. Dans ma tête, tout de suite, je me dis, ok, plus d'argent. Mais par contre, est-ce que c'est pas risqué pour la direction du club? C'est quoi les inconvénients? Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Qui va avoir, est-ce qu'on va pas faire rentrer des personnes qui vont peut-être dénaturer l'identité de cette équipe? Et c'est, je suppose, aussi l'une des craintes et des potentiels inconvénients de la part des socios. Une privatisation, c'est progressive, grosso modo, qui est aussi dans cette ère de bah ouais le club appartient de moins en moins à ses membres quoi. C'est un peu l'idée que je me suis fait tout de suite. Là, je me suis renfermé sur cette idée moi. Oui, et honnêtement, c'est légitime parce que, parce que ton premier réflexe, c'est de se dire, voilà, du moment où il y a un club qui va changer drastiquement sa structure depuis sa création, euh, qu'est-ce que ça implique concrètement? Et c'est logique que ce soit le premier réflexe qui te vienne. Et tu n'es pas le seul, comme je te l'ai dit justement. Je pense qu'il y a énormément de socios et de supporters espagnols qui sont frileux, qui sont dubitatifs par rapport à cette approche. Et
le devoir de Florentino Pérez, ce sera de les rassurer. Moi, si j'étais lui, en novembre prochain, justement, je prendrais l'exemple justement du Bayern de Munich en leur montrant et en leur démontrant quel pouvoir décisionnel concret les investisseurs présents dans le capital du club possèdent. Je pense que ce serait une bonne approche et en les rassurant que les futurs statuts du club prévoiront justement des mécanismes qui fixent des limites par rapport aux dix pouvoirs décisionnels. Par exemple, on peut par exemple imaginer des clauses qui mettent des droits de veto, qui puissent faire en sorte que justement les investisseurs ne puissent pas mettre des droits de veto par rapport à tout ce qui est sportif. Je pense que honnêtement, le passage en force risque de casser. Donc, moi, si j'étais Florentino Pérez, j'expliquerais de manière pédagogique et simplement avec des exemples factuels comment ce modèle peut fonctionner. Tu as aussi en plus, tu l'as très bien dit au début, vu qu'il n'y a pas la Liga qui met un cadre, comme la Bundesliga met un cadre dans le championnat allemand, c'est-à-dire que la Bundesliga, tu m'arrêtes si je me trompe, interdit au club de vendre plus de 50%. C'est bien ça. Absolument. Ouais. Là, le Et Real a tous les droits du monde. C'est-à-dire que Florentino c'est ça. Pérez, du jour au lendemain, peut dire, bon, on commence à 75%, tu vois, on vous laisse 25%. Puis d'un coup, t'es pas prêt, pouf, tu te remanges 50% et tes socios, t'es plus qu'à 25. Vu qu'il n'y a pas un cadre qui protège, c'est-à-dire que dans la tête d'un socios, tu te dis, mais attends, là, il ouvre pour 49. Qu'est-ce qui l'empêche à un moment donné d'ouvrir pour plus les vannes, quand je dis ouvrir, c'est d'ouvrir les portes, quoi, et de réduire de plus en plus l'influence. Donc c'est clair qu'il va falloir, dans les statuts du club, définir une limite. C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas la Liga pour assurer tes arrières. Il va falloir que Florentino Pérez, dans ses statuts, dans son institution, dans sa mise en place juridique, soit bien précis et rassure, tu l'as très bien dit, les socios sur ce point. J'avais deux autres questions à te poser, parce que je regarde en même temps, parce que Johnny nous a fait un super petit document là-dessus. On a vu les avantages. Il y avait d'autres inconvénients ou pas? T'avais d'autres inconvénients en tête? C'est quoi le pire, quoi? C'est que le club perd Ce son serait ADN? peut-être. Moi, je pense pas que ça va arriver, mais après, il faudra voir aussi comment va s'articuler la participation financière des investisseurs et aussi et aussi voir quels seront les investisseurs. Par exemple, je ne sais pas si tu avais vu, mais dans le cadre du Bayern, je crois qu'il y avait justement les membres qui s'étaient opposés à un partenariat ou un sponsoring de Qatar Airways, justement. Donc, donc suivant quel sponsor il y aura, quels sponsors seront présents, peut-être que justement il y aura des levées de boucliers de la part des membres et ça engendrera également certains conflits. Et c'est pour ça il sera très intéressant de voir quels seront ces sponsors parce que par exemple, on regarde, si par exemple tu regardes les sponsors du Bayern Munich qui sont présents dans le capital du club, on a quand même affaire à des entreprises allemandes qui quand même connaissent, on va dire, le pays, qui sont quand même proches, on va dire, proches du club. Là, C'est par vrai. exemple, le PDG de Francfort a accordé une interview au printemps dans laquelle il explique que effectivement le club s'est rapproché des acteurs de la place financière de la ville parce qu'ils savent que c'est un acteur important de la ville. Donc il y a quand même une synergie qui s'effectue entre des acteurs qui vivent qui vivent en symbiose parce que pour des raisons géographiques. Donc, il serait intéressant de voir justement si Florentino Pérez en fait de même, si il intégrera des partenaires espagnols ou pas. Et ça, peut-être que suivant qui il intègre, il pourrait y avoir des conflits Ok. avec les socios. Mais ça, c'est de la spéculation. Mais c'est ce que je pense. Mais Voilà. mais ça peut arriver. J'ai deux autres questions et on terminera là-dessus. Pourquoi le faire maintenant? Alors, il y a l'aspect, comme tu l'as dit, où Florentino Pérez, je pense, remarque que il y a un risque de déclassement, il faut le dire, Mhm. surtout en termes économiques, On est d'accord, ouais. mais in fine footballistique, parce qu'il y a de plus en plus de clubs qui ont de pouvoir financier. Depuis 2017 et le transfert de Neymar, il y a quand même des prix qui deviennent exorbitants, notamment pour des clubs qui ne vivent que de revenus qui génèrent, sans capital externe, que ce soit des capitaux, que ce soit des capitaux
privées ou étatiques. Donc ça il en est très conscient, Florentino Pérez, de ça. Il faut vraiment pas le sous-estimer. Cette année, son entreprise est redevenue le premier acteur mondial au niveau de la construction. Du Lors d'une BTP. assemblée, lors d'une assemblée générale, il avait bien expliqué qu'il fallait savoir s'adapter. Il avait pris l'exemple de Kodak qui, justement, pour ne pas avoir su s'adapter, a disparu. Donc, Florentino Pérez fait beaucoup de planification. Et je pense que maintenant, il a essayé plusieurs stratégies pour justement donner plus de puissance financière au club ou justement pour contrecarrer euh, cette arrivée de capitaux massifs dans le football. On peut par exemple penser au, au- au- à l'achat de jeunes promesses à bas coût. On peut penser par exemple aussi à la Super League dont on ne sait pas si elle va voir le jour. Mais maintenant, il se dit, voilà, je voulais éviter ça jusqu'au dernier moment, mais si c'est nécessaire pour que le club puisse continuer à performer au plus haut niveau, on doit le faire. Surtout que maintenant, il y a un paramètre à prendre en compte au niveau footballistique, Victor, c'est que la dernière décennie, le club a acquis une autre dimension. On pourrait difficilement dire aux supporters du club, ah, on va revenir à la situation d'avant 2009. Je pense que ça passerait très très mal. Je suis d'accord. Voilà, c'est le prix de la victoire. C'est le prix du succès. Le Exactement. prix du succès. Voilà. Ouais. Non, mais sinon, le prix de la victoire, c'était très bien aussi, Johnny. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Tu peux pas. Une fois que t'as fait goûter aux gens du caviar, très compliqué de retourner au thon. Très, très compliqué de retourner au thon. Donc, t'es obligé de t'ajuster. Et Florentino Pérez, il a eu. C'est pas de la chance. Mais dans cette période qui aurait dû être une période de transition, là, après l'ère CR7, tu vas quand même Ouais. encore chercher de LDC. Donc dans ton bonheur, il y a une petite once de malheur aussi, parce que tu te dis, putain, ok, même comme ça, je gagne, jusqu'à où je vais devoir aller pour tenir le rythme, en fait. Et donc, le Real Madrid est tellement grand qu'il repousse toujours les limites, et maintenant, oui, il faut s'ajuster, parce qu'il y a un vrai risque de déclassement, tu l'as dit, au vu des dernières planifications sportives sur le mercato, qui ont été entre guillemets, raté dans une ère où on t'a allé chercher Ancelotti, qui était en fin de carrière, qui va quand même te chercher de LDC parce que t'as Vini et t'as Benzema qui a décidé de devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Ce qui est quand même assez. C'était quand même, tu sais, un alignement des planètes où tu dis putain, bah au final, trop bien, je gagne des trophées. On est une équipe qui a en plus a marqué l'histoire parce que la campagne 21-22 elle est exceptionnelle. Mais d'un point de vue dans les bureaux, quoi, tu dois te dire ok, mais j'ai beaucoup de travail encore à faire si je veux rivaliser avec tout ce qui est en train de construire les autres, si je veux pas me retrouver de nouveau dans une période de disette, qui peut très très vite arriver, si on prend trop de retard. Et on a déjà un peu de retard, même si on a gagné des trophées. Je termine avec une dernière question, Johnny. Et on finira sur ça. C'est quoi les conséquences au final de cette prise de décision pour Florentino Pérez? Pour lui. Alors, il faudra voir justement lorsque la nouvelle structure sera adoptée et qu'il y aura ce nouveau conseil d'administration, déjà s'il y sera présent, mais je pense assurément qu'il y sera, et avec quelle fonction? Est-ce qu'il sera justement président, comme dans la structure du Bayern Munich, président du conseil de surveillance, ou est-ce qu'il sera représentant des socios, ce qui peut être le cas? À voir. Ça reste à définir. Maintenant, donc peut-être il faudra voir sa fonction, mais après, en termes, on va dire, d'aura et d'impact médiatique, je pense que ça restera similaire. En revanche, ce changement sera déterminant par rapport à sa succession. Parce que, justement, quand on le voit, par exemple, dans le conseil de surveillance du Bayern, le président, c'est quelqu'un que la majorité des gens ne connaissent pas parce qu'il n'est pas très médiatisé. Donc, on peut justement imaginer une structure où il y a un président qui s'occupe justement de l'institutionnel et qui n'est pas forcément mis en avant, et où, par exemple, Jas resterait le PDG, et là, effectivement, il conserverait sa fonction, son cahier des charges, mais où où il serait peut-être plus mis en avant. Voilà. Jas, tu peux dire le nom complet? Ah, José Ángel Sánchez, Voilà, qui est le directeur le général actuellement. direct- Real Madrid. président directeur général du club. Et qui, dans ce système de 50 plus 1, est peut-être le rôle le plus important encore, au final, que ce qu'il est aujourd'hui avec un Florentino Pérez qui a les pleins pouvoirs. Ce système, moi aussi, me fait penser qu'on lui enlève un peu. Enfin, grosso modo, Pérez se retire aussi un peu de pouvoir, un peu d'influence. Non, ça me donne un peu cette sensation aussi. Est-ce que c'est pour mieux contrôler derrière certains autres points? Est-ce que c'est aussi un geste en mode pour assurer peut-être sa passation? On sait que c'est des élections en 2029, si je dis pas de bêtises, pour un nouveau président. C'est En ça, hein? 2029, ouais, 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 tout à fait. Tu le vois comment, toi, tu le perçois comment ça?
Et il s'enlève un peu de pouvoir ou juste il s'assure la suite? Moi, je pense pas il s'enlève de pouvoir parce qu'il travaille exclusivement avec des personnes avec lesquelles il a une très bonne entente et avec qui il a une confiance indéfectible. Maintenant, je pense que justement, il pense aussi à sa succession par rapport à ce modèle. Maintenant, il y a plusieurs noms qui circulent, mais il n'y a rien de défini et euh, il faudra voir justement quelles personnes exerceront quelles fonctions et peut-être même que dans ce nouveau conseil d'administration, on n'aura pas une structure similaire à celle du Bayern. Il faudra voir encore quel rôle, la définition des rôles, des pouvoirs et des compétences dans ce nouveau conseil d'administration. Et voilà. Donc rendez-vous en novembre pour la prise de décision, peut-être une nouvelle vidéo en fonction de Ouais. ce qui se sera dit. Je pense que le rendez-vous est déjà pris. Est-ce qu'on a oublié quelque chose, Johnny, ou on a été assez complet sur le dossier? Moi, je pense qu'on a été assez complet. Je ne sais pas si tu vois encore quelque chose, J'ai l'impression qu'on a mais évoqué tous les points qu'on s'était dit, toi et moi. Les amis, de toute façon, on va essayer de vous faire un article extrêmement complet sur le site Johnny, justement. On essaiera de vous le relayer pour que tout le monde soit bien au courant. Et surtout, ce qui compte maintenant, c'est ce qui va se passer en novembre. Mais désormais, vous êtes au courant. Vous êtes au courant de c'est quoi les enjeux. Et ça, c'était important pour moi. C'était quelque chose qui me tenait à cœur parce que le monde économique et juridique du football est fantastique. Ça vous fait des nœuds au cerveau, pas possible. Mais quand vous comprenez un peu le contexte et plein de choses, ça explique aussi à quelques moments certaines choses sur le terrain, de ce qui se passe, de la politique sportive du club. Et ça, c'est super intéressant. C'est comme dans la vie de tous les jours, avoir un peu de culture et d'histoire, savoir l'histoire de certains pays ou autres, ça vous explique beaucoup de choses sur les personnes ou autres. Donc, renseignez-vous sur ça, c'est très passionnant. Merci beaucoup, Johnny, d'avoir été avec moi pour cette vidéo. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que pour vous c'est une bonne idée? Si vous y connaissez plus ou moins, et n'hésitez pas à donner vos inconvénients, vos avantages. Comment vous percevez ce changement? Et ça, on va vous lire forcément, ça nous intéresse. Maintenant, on va attendre bien sûr en novembre pour savoir ce qui se passe. Allez voir le site et les différents réseaux sociaux. Johnny, est-ce que tu as un petit mot de la fin? j'ai un mot de la fin, un point à ajouter. C'est que moi, j'ai confiance en Florentino Pérez et José Ángel Sánchez et en Anas Lagrari, l'assesseur de Florentino Pérez. J'ai confiance en eux. S'ils pensent vraiment que c'est la meilleure chose à faire pour le club, je pense que ce sera le cas. Pourquoi? Et je m'appuie sur des précédents. Le projet des Galactiques, c'est José Andrés Sánchez qui l'a initié et qui l'a implémenté. Et pourquoi on peut estimer que d'un point de vue marketing et économique, ce projet est un succès? Parce que, et comme l'a très bien dit Florentino Pérez dans une interview il y a quelques années, c'est que plutôt que de vendre des joueurs, comme par exemple le font les clubs de la Liga actuellement pour s'en sortir, le Real Madrid a gardé ses joueurs et les a valorisés. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une très bonne stratégie marketing. Voilà. Donc j'ai une confiance en eux. S'ils pensent vraiment que c'est le mieux à faire, je pense qu'ils savent de quoi ils parlent. Bah c'est parfait comme mot de la fin. Merci beaucoup Johnny et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Ciao ciao À les gars. bientôt.